Donc, je vais vous parler des agents vasoactifs dans la microcirculation. En fait, on l'a tous trouvé, on l'avait sous les yeux, même dans les cas les plus désespérés, et en plus, c'est à Paris. Bon. Passer cette petite plaisanterie, vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, première question qu'il faut se poser, quelle est la cible thérapeutique ? On a vu, la macrocirculation est en amont de la microcirculation, donc bien sûr, on peut, en normalisant la macrocirculation, espérer optimiser le débit microcirculatoire par ce biais. Cela suppose qu'il y ait une cohérence entre les deux circulations. Mes prédécesseurs vous ont montré que ce n'est pas toujours le cas. On peut espérer restaurer la structure, l'architecture de la microcirculation. Travailler, on verra des exemples, sur ce qui compose la barrière qui évite au contenu du vaisseau de se retrouver dans l'interstitium. On peut aussi vouloir restaurer les fonctions, la vasomotricité, la coagulation, fonctions importantes dans, par exemple, la thermorégulation, le métabolisme, l'inflammation. Le but ultime de tout ça, c'est d'améliorer la perfusion tissulaire dans l'espoir de diminuer les dysfonctions des organes qui sont composés par ces tissus, dans le but d'améliorer bien sûr les outcomes durs, survie, durée de séjour, etc. Important, différencier quelle est la population, l'indication. Est-ce qu'on va faire ce médicament chez tout patient agressé ? Est-ce qu'on va le réserver aux patients qui ont une défaillance hémodynamique, comprendre macrocirculatoire ? Ou est-ce qu'on va cibler spécifiquement les patients qui ont une défaillance microcirculatoire ? Trois possibilités, trois populations complètement différentes. Ce qui nous manque en pratique clinique, c'est le monitorage au lit du malade qui va nous permettre de poser l'indication de ce médicament, de suivre son efficacité et d'établir donc une stratégie, un algorithme. On n'a pas d'outils disponibles en clinique. Éventuellement, marbrure TRC, ça a été bien démontré. Le lactate, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font varier le lactate. Alors effectivement, on a beaucoup de malades, mais il y a des dysfonctions d'organes qui, en dehors de toute dysfonction microcirculatoire, vont faire varier le taux de lactate. Et puis d'autres techniques qui ne sont pas encore disponibles en pratique clinique. Donc on va ouvrir notre grimoire et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc les agents de remplissage. Bien sûr, dépendance macro-microcirculation, ça veut dire que les agents de remplissage peuvent avoir un effet sur la microcirculation. Toute manipulation hémodynamique peut avoir un effet. Ça suppose cependant la cohérence. Dans cette étude, très intéressant, ils ont suivi pendant une chirurgie abdominale majeure la précharge dépendance des patients et on voit que quand les patients deviennent précharge dépendants, leur microcirculation s'altère. On les remplit, 500 ml de NaCl 0,9% et elle s'améliore. Ce n'est pas aussi simple. Si maintenant on regarde la réactivité microcirculatoire, la capacité du vaisseau à se vasodilater lors de tests vaso-occlusifs, de la chirurgie digestive lourde encore, on regarde chez les patients donc précharge dépendants, d'un côté, est-ce qu'ils répondent au niveau de la microcirculation et est-ce qu'ils répondent au niveau du débit cardiaque. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que ça, le papier précédent vous le montrait, on a une amélioration de la capacité de réactivité du vaisseau de 62% chez les patients qui a amélioré également leur débit cardiaque. Mais chez les patients qui n'amélioraient pas leur débit cardiaque, vous pouviez obtenir également une amélioration de la vasoréactivité microcirculatoire. Donc on voit bien qu'utiliser des indicateurs purement macrocirculatoires ne vont pas vous permettre de vous sortir de la question de la microcirculation. Colloïdes, cristalloïdes. Allez, on relance le vieux débat. Un modèle ovin, choc hémorragique très sévère. Ils sont réanimés avec beaucoup de cristalloïdes ou un petit peu d'HEA. Même effet hémodynamique, macrocirculatoire. Par contre, situation radicalement opposée au niveau microcirculatoire. La microcirculation ne s'améliore pas avec des cristalloïdes. Or, avec les colloïdes, on l'a normalisé. Vous avez à peu près les mêmes résultats avec l'albumine. Donc là, albumine plutôt médicament de remplissage. On voit qu'on améliorait, cette fois-ci c'était en laser Doppler avec une iontophoreuse à l'acétylcholine, la capacité du vaisseau à se vasodilater lorsqu'on utilisait l'albumine versus le NaCl chez 30 patients en choc septique. Alors on pousse un peu le bouchon un peu plus loin. On va voir la noradrénaline. Eh bien, chez ces patients en choc septique qui avaient une PAM inférieure à 65, on débute la réanimation du choc septique, on mesure
leur vasoréactivité avant-après. On voit que quand on introduit la noradrénaline, chez la plupart des malades, on améliore leur vasoréactivité, mais pas chez tous si vous regardez les points. Et puis pas tout le monde de la même manière. Allez, la question des seuils de tension maintenant. Est-ce qu'on veut 65 de PAM, 75 de PAM, 85 de PAM? Cette équipe, 30 patients en choc septique sous ventilation mécanique, on titre la noradrénaline pour avoir une PAM croissante. On voit, c'est efficace sur le débit cardiaque. Ils ont amélioré progressivement leur débit cardiaque en même temps que leur tension. Ah oui, mais regardez, au niveau de la microcirculation, 65, 75, il ne se passe pas grand-chose. Donc peut-être pas énormément d'intérêt. Par contre, vous avez un drop de la perfusion des tissus à 85 de pression artérielle moyenne. Donc vous avez aggravé la perfusion tissulaire, alors même que sur les indicateurs que vous regardiez, le débit cardiaque, vous pensiez améliorer votre malade. Donc méfiez-vous des indicateurs macrocirculatoires quand vous voulez regarder la perfusion tissulaire, ça ne suffit pas. Alors il y a d'autres équipes qui se sont dit, on va back to physiologie, loi de Poiseuille, un débit dans un tuyau, c'est le rayon puissance 4. Donc je vais ouvrir mon tuyau et je vais améliorer mon débit. Eh bien non, ça ne marche pas. Vous avez des effets hémodynamiques délétères et vous n'obtenez pas d'amélioration de la microcirculation. Ici, c'était du sepsis sévère, du choc septique avec de la trinitrine. On peut aller voir un vasodilatateur un peu particulier qui est un analogue des prostaglandines, c'est l'ilomedine. Il va apporter une vasodilatation localisée assez périphérique dans les zones d'action des prostaglandines. C'est un médicament connu en médecine vasculaire, utilisé dans les ischémies critiques et mésentériques. Ils ont fait leur étude sur 4 patients pour lancer un peu les choses. Ils avaient l'impression que ça fonctionnait. Donc, une amélioration clinique, une baisse du lactate, une baisse des marbrures qu'on voit bien sur les photos. Ça a donné un essai randomisé, contrôlé, dont vous devriez avoir les résultats dans peu de temps. Autre possibilité, situation d'agression, un stress oxydant important, de l'inflammation, eh ben on va aller mettre de la vitamine C. Et ce que la vitamine C permettait, donc chez 30 patients en choc septique, 40 mg/kg, de restaurer tous ces indicateurs de perfusion et de la microcirculation. On voit qu'il restaurait la capacité du vaisseau à se vasodilater. Ils amélioraient le gradient de température, c'est-à-dire qu'en gros, vous savez, les fameuses extrémités froides, eh bien là, elles étaient un peu moins froides par rapport à la température centrale. Et leur temps de recoloration cutanée s'améliorait. Alors même qu'ils avaient une diminution du débit cardiaque, ou au moins, c'était significatif. Donc, petite diminution du débit cardiaque. Attention, parce que quand on fait ça chez tous les patients en choc septique, non seulement on n'a pas d'effet positif, et on aurait même un peu d'effet négatif dans cet essai paru il n'y a pas très longtemps dans le New England. Donc peut-être qu'il y a un intérêt à cibler spécifiquement ces mesures chez les patients qui en ont besoin. Encore faut-il les monitorer et avoir une réponse dans des délais compatibles avec l'urgence. Un exemple d'agent pléiotrope, c'est-à-dire qui agit sur beaucoup de voies, c'est les statines. Les statines, vous voyez, ça agit sur tout ça. On va se centrer un peu sur des petites choses. Et donc la statine, elle agit dans la voie du cholestérol. C'est un inhibiteur, comme vous savez, de la voie des petites protéines G monomériques qui permettent de stabiliser les filaments d'actine qui, je vous rappelle, sont un peu le squelette des cellules. Donc quand vous mettez des statines, vous stabilisez l'endothélium et peut-être que vous pouvez le stabiliser en situation aiguë. Donc, vous agissez sur l'actine, et je viens de vous en parler. Vous agissez aussi sur la synthèse de la NO-synthase endothéliale et sur les jonctions adhérentes et les tight junctions. Cette analyse rétrospective des patients qui avaient des statines versus qui n'en avaient pas de manière chronique, ils sont hospitalisés pour un pépin de santé en soins critiques. On voit qu'il y a une meilleure survie chez les utilisateurs de statines. Cet effet n'est pas le même en fonction de la statine. Donc, voilà, la rosuvastatine est la meilleure. Il y a probablement des biais dans certaines études. Cependant, si vous avez un patient qui se présente en sepsis et que vous lui donnez des statines, donc qui n'était pas avant utilisateur, vous lui en donnez, pas d'effet sur la survie. Alors, on va aller maintenant regarder cette barrière de glycocalyx qui est lysée lorsqu'il y a un phénomène d'agression, soit un trauma, un sepsis, une hémorragie. Vous avez donc de la fuite capillaire et vous retrouvez des contenus, les composants de cette barrière de glycocalyx en train de circuler dans la circulation.
sanguine. Des équipes ont essayé de stabiliser cette barrière, de la reconstruire. Il y a des équipes qui ont amené du plasma, où sont un élément contenu dans le plasma, l'antithrombine 3, et d'autres qui ont fait ça avec de la sphingosine 1-phosphate. On verra l'étude juste après. Donc, pour ce qui est du plasma et de la T3, là, on est in vitro, des cellules fixées dans votre boîte de pétri. On mesure le syndécan par immunofluorescence, donc le syndécan fixé sur les cellules. Vous traitez les cellules avec du TNF-alpha, donc un stress inflammatoire important. Le syndécan est lysé, donc bien sûr, vous en fixez moins en immunofluorescence. Vous les traitez avec du plasma, vous restaurez le syndécan. Si vous les traitez avec du plasma déplété en antithrombine 3, vous perdez cet effet bénéfique du plasma. Ça joue aussi avec la perméabilité. Si vous regardez l'index de perméabilité in vitro de vos cellules, pareil, vous le perdez avec le TNF, vous le regagnez avec le plasma. Si vous déplétez le plasma en AT3, vous le perdez. Et si vous rajoutez du TNF à dose croissante, vous avez un effet dose de cette antithrombine 3. Si vous le faites sur un modèle vivant, modèle murin de choc hémorragique, même résultat. La sphingosine 1-phosphate, c'est un ligand de son récepteur, qui est un récepteur couplé aux protéines G, donc toujours cette voie des petites protéines G monomériques, qui a donc des récepteurs sur l'endothélium et sur les cellules musculaires lisses. Très très belle étude, ils ont fait un modèle murin de choc hémorragique et ils le réanimaient soit par bolus de Ringer lactate, soit par bolus de Ringer lactate avec de la sphingosine 1-phosphate à 0,1 mg/kg. Donc là, on voit, ils ont pris un baseline, ils ont saigné leur souris et ils les ont réanimés. Et on voit que la réanimation hémodynamique sur la pression artérielle semble plus efficace lorsque vous ajoutez de la sphingosine 1-phosphate. Ils sont allés voir les vaisseaux en immunofluorescence avec de l'albumine marquée. Donc ils ont marqué leur albumine, et ensuite ils ont pris les tissus, et ils ont regardé où était cette albumine marquée. Et on voit que chez les souris qui ont été réanimées juste au Ringer, c'est dans l'interstitium. Chez les souris qui ont été réanimées au Ringer avec de la sphingosine, c'est resté dans les vaisseaux. Là, vous avez les histobars qui vous montrent la même chose. Maintenant, on est cette même équipe, toujours ce même modèle. Ils sont allés regarder les jonctions adhérentes. Donc, ils ont marqué la VE-cadérine. Leur modèle réanimé au cristalloïde, on voit que les VE-cadérines sont très altérées. Les jonctions adhérentes ne font plus leur office. Si on réanime avec de la sphingosine, on protège ces jonctions. Même résultat sur l'épaisseur du glycocalyx, de la barrière du glycocalyx. Même résultat sur l'adhésion leucocytaire. Vous aviez une hyperadhésion lors de l'état de choc. Eh bien, avec la sphingosine, vous normalisez cette adhésion leucocytaire. On est sur un modèle murin, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres candidats dont j'aurais pu vous parler. Par souci de temps, je ne peux pas. Mais vous verrez dans la littérature, c'est très facile de trouver toutes ces études. Ce qui est important, et je pense qu'il faut retenir, c'est connaître l'importance de la perfusion tissulaire versus le débit cardiaque. Laissez une place à l'évaluation clinique de cette perfusion tissulaire dans votre pratique clinique quotidienne. Connaître les agents que je vous ai présentés qui ont potentiellement une action sur la microcirculation et donc les manier avec prudence quand vous les utilisez. C'est en particulier pour les amines. Et être patient, vous tenir prêt parce que des études sont en cours, vous allez avoir des molécules qui vont arriver et que vous pourrez intégrer. Il faudra se tenir prêt à les intégrer dans vos organisations et dans vos algorithmes. Je vous remercie.